Il répondait à une question, grosso modo, qui lui disait: «OK, mais du coup, si l'économie, va si mal que ça», un truc dans le genre, «pourquoi est-ce que le S&P 500 continue à monter perpétuellement?» Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Fondamental Podcast, le podcast de finance qui se concentre sur les fondamentaux. Salut Hugo, comment tu vas? Bah, écoute, ça va très bien et toi? Ça va super. Aujourd'hui, petit podcast décontracté. On va vous parler de quelque chose qui change un peu d'habitude. On va pas parler de stock picking et tutti quanti. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Hugo? Mais écoute, aujourd'hui, on va parler d'un changement de paradigme. C'est-à-dire que, j'écoutais la dernière fois un podcast de Jack Mallers en faisant mes 15 000 pas, en ce moment, 15 000 pas par jour, pour l'été. Et dans le podcast de Jack Mallers, donc justement, c'était, il fait des podcasts toutes les semaines, tous les lundis matins. Globalement, c'est orienté Bitcoin, mais c'est beaucoup de macro américaine et d'économie américaine. C'est-à-dire que il va souvent balancer, par exemple, des interviews de Scott Bessent. Il parle d'ailleurs très très souvent de Scott Bessent et de ce qui se passe globalement aux États-Unis, autour de la Fed, autour des tarifs, autour des taux d'intérêt, tout ça. Donc c'est super intéressant. Et à un moment, je sais plus pourquoi, il répondait à une question de quelqu'un qui lui disait, grosso modo, je sais plus si c'était une question ou si c'était dans la trame de son podcast, mais il répondait à une question, grosso modo, qui lui disait, OK, mais du coup, si l'économie va si mal que ça, un truc dans le genre, pourquoi est-ce que le S&P 500 continue à monter perpétuellement, tu vois? Et là, Jack, il prend une petite pause et il dit, Yes, but priced in what? Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'après, justement, il remet tout dans le contexte et il nous reparle de cette fameuse courbe du S&P 500 pricée en or. Et justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, le S&P 500 pricé en or. Et vous allez voir, il y a plein de choses à dire. Euh, Toi, du coup, tu as écouté le podcast aussi, Jean? J'ai écouté le podcast, ouais, absolument un vrai plaisir en américain en plus. Donc Dieu merci sur Google, enfin sur YouTube, il y a les sous-titres en français, mais en tout cas, on le mettra en description parce qu'honnêtement, Ouais. c'est intéressant. Puis même s'il y en a d'autres qui peuvent découvrir la chaîne de Jack Mallers, c'est plutôt sympa. Après, c'est un gourou un peu, hein, ça fait un peu comme Michael Saylor, hein. Mais c'est Ah ouais, intéressant, il pitch bien. intéressant. Il pitch très bien. Ouais, voilà, et c'est un bon commercial, quoi. À la fin, tu sais il faut acheter du Bitcoin et il faut avoir le moins de dollars possible en portefeuille. Mais ouais, on va parler de ça aujourd'hui parce que c'est important. Aujourd'hui, on voit le S&P 500, ça fait, j'ai envie de dire, ces 2 dernières années, ça ne fait que monter en flèche. 20% par-ci, 20% par-là, par an, ce qui est énorme, hein, parce que il n'y a pas 20% de toutes les sociétés, entre guillemets, qui prennent 20% de plus dans leur, comment dire, dans leur valeur intrinsèque. Donc, il y a bien, ça s'explique bien quelque part. Et puis, on se dit toujours, mais ça peut pas, et moi le premier, hein, ça peut pas continuer comme ça. On va pas encore connaître 5 ans, 10 ans à 10-15% par an de croissance sur le S&P 500, le CAC 40 qui suit grosso modo la même tendance. Voilà. Et justement, ce podcast, il m'a fait ouvrir les yeux d'un côté. Bon, je le savais parce on en avait bossé dessus, tu sais, quand on avait fait le podcast sur les talons or. Mais c'est vrai que ça a mis une sacrée piqûre de rappel parce que quand on réfléchit bien, il y a 200 ans, 1 gramme d'or, c'était égal à 1 gramme d'or, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, 1 dollar, 1 dollar en 2025, pour vous dire quelques chiffres, ça représente, enfin plutôt 1 dollar en 1973, 1 dollar en 1973, ça représente aujourd'hui 6,84 dollars. Donc, grosso modo, 7 dollars en 2025. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'inflation américaine sur leur site, là, j'avais Et encore, ça, trouvé, c'est les chiffres qui, officiels. voilà, avec grosso modo 3,9% par an d'inflation moyenne en Amérique du Nord. Soit, c'est important de le souligner, c'est que le dollar a quand même perdu 85% de son pouvoir d'achat en seulement 52 ans. Donc, en d'autres termes, hein, ce que vous achetiez avec 1 dollar en 1973, aujourd'hui, il en faut près de 7 dollars pour pouvoir acheter la même chose à 1 dollar de l'époque. Et là, on va se dire, oui, mais le dollar, nanani, nanana, mais grâce à l'Europe, Dieu merci, on est sauvé. Pas du tout, pas du tout, les amis. 1 euro en 2002, c'est à peu près
1,60 € en 2025. Parce que en gros, la zone euro, alors bien évidemment, c'est ce qui est indiqué, mais on peut bien évidemment se douter que c'est un peu plus que ça, mais c'est une inflation d'à peu près 2% par an. Mais ça fait quand même une perte de 38% de son pouvoir d'achat en 23 ans, parce que l'euro date de beaucoup plus récent que le dollar. Donc c'est vraiment impressionnant. Et dites-vous qu'à contrario, pour vous recontextualiser un peu tout ça, le prix de l'or en 1973, c'était à peu près 100 dollars, environ 100 dollars la once d'or. La once d'or, c'est Même l'unité de si mesure. tu remontes plus loin d'ailleurs, hein, je suis désolé de Ouais, te couper, mais dis-moi. vu que le dollar était peg à l'or, donc c'est-à-dire qu'il était directement échangeable contre un montant d'or fixe, tu retrouves des prix, par exemple, 1 dollar en 1923, par exemple, enfin, un gramme d'or, pardon, en 1923, ça valait 20 dollars. Tu regardes aujourd'hui un gramme d'or, enfin une once d'or, pardon, ça valait ensuite 35 dollars en 1933, c'est resté jusqu'à 35 dollars jusqu'en 1971, date à laquelle l'étalon or a été supprimé aux États-Unis. Donc ensuite le prix de l'or a fluctué librement par rapport au dollar, et donc là ensuite je te laisse continuer. Absolument. Parce que juste pour ceux qui savent pas, quand on parle de l'or, on dit pas en dollars ou en euros, tout ce que vous voulez. On parle en once d'or ou OZ, ce qui est la ounce troy, donc l'unité de mesure de l'or. Et juste par titre informatif, hein, une once d'or, c'est grosso modo 31 grammes d'or. Donc le prix de l'or en 1973, c'était grosso modo 100 dollars la once, et le prix de l'or en 2025, bah, je pense que vous le savez, ça a pas mal augmenté. On est à peu près 2400 dollars la once d'or, soit l'or qui a été multiplié par 24 fois. Mais l'or a été multiplié par 8 du coup en dollars depuis l'arrivée de l'euro, donc depuis 2002. Donc franchement, l'or ne Tout fait à que fait. grimper au fur et à mesure. Et surtout, tu te dis que en 1960, donc c'était pas non plus il y a si longtemps que ça, enfin, même si ça commence un petit peu, en 1960, 35 dollars acheter une once d'or. Aujourd'hui, il faut 3300 dollars pour acheter cette même once d'or. C'est pour donner un peu Mm. l'échelle de grandeur. Mais du coup, ce que disait un point très intéressant, ce que disait Jack Mallers, également dans le podcast, c'est que aujourd'hui, on a tous tendance à dire oui, les marchés montent et ils ont jamais connu de grosses corrections, tu vois, comme en 1929 par exemple. Et il dit quelque chose qui est extrêmement juste et extrêmement précis, c'est que en 1929, le dollar était ajusté à l'or. Donc en 1929, en fait, le S&P 500 était déjà pricé en or, puisque le dollar était lui-même pricé en or. Donc en fait, il n'y avait pas de moyen, on va dire, détourné de fausser la valeur du marché, dans le sens où on ne peut pas fausser la valeur de l'or. C'est d'ailleurs pour ça l'or a été une monnaie pendant plus de 2000 ans, même plus de 3000 je crois. Bref, Ouais. c'est parce que on ne peut pas fausser la valeur de l'or. Pourquoi ? Parce que l'or, physiquement sur Terre, est rare. Vous avez beau en vouloir plus que tout au monde, si vous en trouvez pas à miner, vous en aurez pas plus. Point. L'or, c'est rare. Il y a une quantité qui est limitée sur la planète, et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas tricher avec l'or et qu'on ne peut pas changer le prix de l'or comme on veut. Donc quand les marchés étaient pricés en or, il n'y avait pas moyen de tricher, du coup. C'était pas possible. Et donc on s'est retrouvé avec un crack de 29, où les marchés ont pris moins 80%. Moins 80%. Et en fait, ce qui est vrai, c'est que depuis, il n'y a jamais eu de crack aussi fort sur les marchés, en tout cas quand tu mesures en dollars. Mais et c'est là où ça devient intéressant, c'est que si tu rétablis un petit peu la vérité, on va dire, et que tu retraces la courbe du S&P 500, non plus pricé en dollars, mais pricé en or, en fait, tu t'aperçois que des chutes de plus de 50%, il y en a eu plein. Il y en a eu une, premièrement, en 1971. On vous mettra le graphique à l'écran d'ailleurs pendant qu'on va parler de ce graphique tout le long. Donc, première grosse crise, donc 1929, mais la deuxième, c'est 1971, et celle-là, elle est extrêmement violente, parce qu'on voit que pendant toute la durée des années 70, le cours du S&P 500 s'est effondré, et en fait, quand on superpose la même courbe du S&P 500, mais cette fois-ci en dollars,
on s'aperçoit que en fait, il était flat pendant la période le S&P 500. Pourquoi? Tout simplement puisque l'inflation qui était présente en dollars, parce qu'il faut pas oublier que les années 70 aux États-Unis, c'était des 10-14% d'inflation tous les ans. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait, mais c'était le Guatemala. C'est ça, c'était monstrueux, 10% d'inflation par an. Donc, grosso modo, le chart du S&P 500 en dollars, il est plat, alors que le chart du S&P 500 en or, il s'effondre, tout simplement puisque l'inflation fait que, pricé en dollars, les entreprises ont réussi à rester stables, tout simplement puisque si tous les prix augmentent, bah, les entreprises vont aussi augmenter leurs prix, donc in fine, elles vont avoir des revenus qui augmentent sur le papier en dollars, mais en fait en termes réels, c'est-à-dire en or, elles perdent de l'argent. Et c'est ça qui est extrêmement difficile à comprendre, c'est que si tu raisonnes en termes dollars, oui, tu peux tout avoir qui a de la croissance, parce que la monnaie elle-même perd de la valeur. Donc techniquement, n'importe quoi peut avoir de la croissance contre le dollar. Il a juste à rien faire pour avoir de la croissance en fait. Absolument. Et c'est ça qui est fou, c'est que, enfin, quand on voit le graphique, donc le S&P 500 qui est pricé en grammes d'or, on se rend compte que il n'a absolument fait que dalle. Tu vois, depuis 1970 à aujourd'hui 2025, on est sur la même courbe. On est pareil, on est flat. Donc, toutes ces années pour rien. Donc oui, factuellement, j'ai envie de dire, quand vous connectez à votre broker, votre portefeuille qui est pricé en dollars a augmenté. Mais en réalité, il a stagné en or, tu vois. Enfin, s'il avait été pricé en or, il aurait stagné, il aurait rien gagné en valeur réelle, quoi. Tout est faux, en vrai, entre guillemets. Tout ce Mais qui s'est passé, donc le quantitative easing, etc. Il n'y a pas de quantitative easing possible avec de l'or, tu vois. Comme tu as non. dit, l'or, déjà, voilà, on ne sait pas combien il y en a dans le monde. On sait juste que c'est super galère pour aller le chercher. Chose que le dollar, bah, c'est des lignes de crédit. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de plus simple que de souscrire un crédit aujourd'hui. Il suffit juste d'être majeur et d'avoir un pouls. Voilà. Et vous pouvez souscrire des prêts. Et donc faire grimper l'offre monétaire qui fera grimper inévitablement donc le marché, enfin le commerce, etc. Mais pas en valeur réelle. En valeur réelle, c'est pas du tout ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour vous illustrer encore plus le propos, on vous superposera à l'écran les deux graphiques, à savoir le S&P 500 pricé en dollars et le S&P 500 pricé en or. Et en fait, vous pouvez voir que donc sur la première période de 1870 à 1929 globalement, sur le S&P 500 pricé en or et le S&P 500 pricé en dollars, en fait, vous vous apercevez que la courbe est exactement pareille. Pourquoi elle est exactement pareille? Puisque le dollar était pricé en or. Et c'est assez impressionnant, d'ailleurs, Jean, toi, tu dois les avoir sous les yeux aussi. Tu t'aperçois Ouais. que sur cette période de 60 ans, la courbe, vraiment, tu la superposes, c'est exactement la même courbe. Et c'est pour ça, tu te dis ensuite, après 1971, enfin jusqu'en 1971 d'ailleurs, c'est à peu près la même courbe. Parce que tu vois, dans les années 60, tu as quelques légères variations, parce que forcément, tu avais un peu d'inflation quand même dans les années 50-60. Mais grosso modo, à partir de 1971, c'est à ce moment-là que les deux courbes divergent totalement. Et t'en as une, à savoir le S&P 500 en or, qui s'effondre et qui aujourd'hui n'a toujours pas retrouvé ses plus hauts historiques. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le S&P 500 pricé en or, le plus haut historique, c'est la bulle Internet des années 2000. Il n'a jamais retrouvé les plus hauts. Et à côté de ça, quand tu regardes donc le S&P 500 pricé en dollars, bah, lui, pour le coup, il n'a fait que monter depuis 1971. C'est ça. Non, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et, et en fait, du coup, on pourrait se dire, oui, d'accord, mais est-ce que c'est pas le prix de l'or qui monte? Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment faire cet exercice mental de se dire, le prix de l'or ne bouge pas. C'est pas le prix de l'or qui monte. Et pour ça, vous avez un site qui est génial, il s'appelle Priced in Gold, on vous le mettra en description, on vous mettra quelques graphiques du site également à l'écran. Mais tu vois, par exemple, moi, il y en a un que j'ai trouvé génial, c'est le Big Mac Prices. Donc, tu as un indice dessus Ouais. qu'il appelle le Big Mac Prices, et en fait, c'est tout simplement le prix des Big Mac pricé en or. Et tu t'aperçois qu'un Big Mac aux États-Unis, aux États-Unis, dans les années 85,
qu'en 1985 vaut au final à peu près la même chose qu'un Big Mac aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as eu des fluctuations, mais si tu regardes le point de départ, le point d'arrivée, il a même un peu baissé aujourd'hui, mais grosso modo, c'est à peu près le même prix, quoi. Il n'y a pas eu de variation énorme. Alors que tu regardes le cours du Big Mac, si je peux dire, en dollars, et ça c'est un vrai cours qui existe, hein, ça s'appelle le Big Mac Index, c'est l'indice Big Mac, et donc ça mesure l'augmentation du prix du Big Mac. Et grosso modo, tu t'aperçois que le Big Mac a explosé en termes dollars. Il est passé de genre 50 cents en 1970 à aujourd'hui 8-9 dollars, voire même plus. Je crois que c'est plus de 10 dollars aujourd'hui. Bref, j'en sais rien. Mais ça a explosé. Et il y a plein d'exemples comme ça sur le site qui sont super intéressants. Notamment, t'en as un, c'est College Tuition. Vous savez, aux États-Unis, le prix des collèges, donc des universités, c'est un débat houleux parce que ça coûte extrêmement cher et ça coûte de plus en plus cher. Et en fait, quand on regarde le graphique College Tuition pricé en or, donc en fait, c'est, ici il le dit, c'est le coût d'admission à l'université de Yale aux États-Unis, pricé en grammes d'or. Et en fait, le prix n'a pas bougé depuis 1900. Quand on le regarde en grammes d'or, on s'aperçoit que le prix est toujours à peu près le même, c'est-à-dire à peu près 1600 grammes d'or pour acheter une inscription pardon à Yale, alors que quand vous regardez le prix des college tuition en dollars, ils ont explosé. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Tu peux regarder, c'est exactement la même chose pour l'électricité qui même a baissé par rapport à l'or. Si tu regardes le crude oil aussi, il est assez intéressant puisque tu t'aperçois que le crude oil aussi a baissé si tu le prices en or. Et si tu regardes d'ailleurs de 1985 à aujourd'hui, il est à peu près au même prix, il n'a pas vraiment augmenté. Et il y en a aussi un que je vous recommande de voir, c'est le food. Donc là, ça prend le UN Food and Agricultural Office, c'est le mince, il a un nom, c'est le FAO Food Price Index. Voilà, FAO Food Price Index depuis 1961 en or. Et pareil, en fait, on s'aperçoit que le prix de la nourriture descend si on la price en or. Et ça, en fait, c'est tout à fait normal. C'est déjà quelque chose dont on parlait dans le podcast sur l'inflation. En fait, au quotidien, le prix d'une canette de coca, par exemple, n'a pas forcément énormément augmenté depuis 20 ans. C'est à peu près le même prix. Pourquoi ? Parce que même s'il y a de l'inflation monétaire, ça coûte de moins en moins cher de la produire, cette canette de coca. Pourquoi ? Parce qu'on a des techniques qui sont beaucoup plus avancées qu'il y a 20 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est moins cher de produire une canette de coca qu'il y a 20 ans. Mais dans les faits, si tu ajustes de l'inflation, en fait, les gains de productivité annulent l'inflation, ce qui fait que ta canette de coca, elle reste au même prix. Mais si tu la prices en or, ta canette de coca, elle baisse. Parce que vu que tu n'as pas d'inflation pricée en or, eh bien, ta canette de coca, elle reflète entièrement les gains de productivité qui ont été faits et donc forcément son prix baisse. Et je trouve ça génial en fait de regarder ce site avec tous ces prix Mais en d'un or. côté, ça fait flipper parce que tu te dis pourquoi aujourd'hui on met pas en avant, tu sais, par exemple, tu vas sur Interactive Broker, tes principaux benchmarks, c'est CAC 40, Eurostock 50, S&P 500, Nasdaq. T'imagines s'ils te balancent ça, la méga bombe, ouais, en gold. Donc, tu as du Danone en portefeuille et tu vas comparer ça à la référence gold. Bah là, t'imagines, ça fait super mal parce que tu te dis que déjà, si t'as pas des actions qui battent l'inflation en portefeuille, je vous rassure, c'est pas mon cas forcément, hein. Et en plus, si tu mets par-dessus ça, donc ton benchmark, c'est le cours de l'or, en fait, tu te rends compte que t'as pas du tout de, comment dire, de performance en bourse, quoi. Tout est faussé. Je pense que il y aurait une utilité, enfin, si vous voulez vous faire du mal, à comparer votre performance en bourse par rapport à la performance de l'or, mais j'ai envie de dire, ça ferait mal. Ça ferait mal. Tu pourrais pas rajouter ça Surtout à sur les 20 l'application? dernières années d'ailleurs. Parce que sur les 20 C'est- dernières années, l'or a vraiment explosé, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Là, justement, je regardais un exemple concret sur le S&P 500. Dites-vous qu'en dollars, donc en 2000, le S&P 500, ça valait 1500 dollars. À peu près 1500 points du fait de, bah, vous savez, la bulle Internet, là, la bulle technologique. En 2011, le S&P 500, il valait 1250 dollars. En gros, 1250 points. Donc, il avait baissé de 2000 à 2011.
Donc, tu crois que en vrai, ton S&P 500, il a baissé, mais en réalité, en or, le prix de l'or en 2000, une once, c'était 280 $. En 2011, une once, c'était 1900 $. Et en fait, si tu convertis ton S&P 500 en or, tu te rends compte qu'en 2000, donc tu fais 1500, le nombre de points divisé par 280, le nombre 280 $, donc la once d'or, ça a été à peu près pricé à 5,36 onces d'or, ton S&P 500. Et en fait, en 2011, on était donc à 1250 $, 1250 points, divisé par ta once d'or de 2011, donc 1900 $, ce qui nous fait grosso modo même pas une once d'or. Donc en fait, en si peu de temps, un crash, une bulle informatique en 2000, et bah, vous savez en 2008, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. Et après, vas-y, là, la galère que ça a été pour remonter. Donc, inflation monétaire, etc. Donc, tout ce qu'adore l'or pour pouvoir exploser, bah, tu te rends compte que la S&P 500, en seulement 11 ans, eh ben, ça a perdu 88% de sa valeur en or entre 2000 et 2011. Donc, bah, forcément, là, bah, si tu n'avais pas de l'or sous le matelas, tu étais plutôt mal engagé. En tout cas, si tu n'avais que du dollar, bah, tu avais perdu 88% de ce que tu avais. Tout à fait. Et c'est hyper puissant, je trouve, de changer son paradigme et de réfléchir comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser à l'ajout d'un benchmark or dans l'application Equinvest là pour comparer la performance C'est de son clair. portefeuille à l'or. Ça peut être super intéressant. Bon, évidemment pas au Bitcoin, hein, parce que vous le savez, Bitcoin est l'actif le plus performant des 10 dernières années. Donc, par définition, n'importe quoi sous-performe le Bitcoin, du coup, forcément. Mais par rapport à l'or, ça peut être très intéressant. Et pour vous donner d'autres chiffres, j'ai demandé... alors, ça vaut ce que ça vaut. Je me suis pas amusé à le calculer moi-même, croyez-le bien. Donc j'ai envoyé les screenshots des graphiques à ChatGPT et à Grok pour avoir des estimations en fait de CAGR. Et ça m'a donné des trucs assez intéressants. Donc le S&P 500 en or de 1870 à 2030, grosso modo de 1871 à 2025, pardon, on a un CAGR, donc un taux de rendement annualisé de 1,64% à 1,8% par an. Donc grosso modo, si on tranche la poire en deux, 1,7% par an de rendement pour le S&P 500 pricé en or. C'est loin, très très loin des 8-10% annoncés. Hein. C'est pas beaucoup, non, c'est clair. Extrêmement loin. Donc 1,7% par an, grosso modo. Et si on le price en dollars, et là on prend de 1789 à 2014, pour le coup c'est le graphique que j'ai pris, donc c'est la plus longue période que l'on trouve sur un graphique de S&P 500, en tout cas moi c'est la plus longue que j'ai trouvée, on obtient 5,25% par an. Et d'ailleurs non, je dis n'importe quoi puisque j'ai pris entre 1871 et 2025. Oui c'est ça, j'ai comparé sur la même période en fait, entre les deux je leur ai demandé ça. Donc entre 1871 et 2025 pour les deux. Donc sur le deuxième, donc pricé en dollars, on obtient 5,25% versus 1,7 grosso modo pricé en or. Donc vous voyez que la différence de gain est monstrueuse et que dans les deux cas d'ailleurs elle est assez loin des 8-10% attendus. Pourquoi ? Parce que les 8-10% qu'on vous matraque à longueur de journée, bah, en fait, ces 8-10% là, c'est globalement ce qui se passe depuis 1971, enfin depuis les années 60-70, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, ces chiffres-là sont complètement gonflés par l'inflation monétaire, par tout ce qui s'est passé comme impression dans les années 70, puis ensuite dans les années 2000 notamment, vous le savez, hein, crise financière de 2008, l'impression monétaire à foison, puis dans les années 2010, puis évidemment ensuite post-Covid, vous devez le savoir. Donc 1,7 d'un côté, 5,25 de l'autre. C'est assez parlant et c'est affligeant. C'est affligeant. Toi, tu pourrais, est-ce que tu vas commencer à calculer ta performance en or? Ouais, je pense que c'est quelque chose que je pourrais mettre en place, tu vois. Mais j'ai même envie d'aller encore plus loin que ça, tu vas voir, je vais t'en parler après. Ah ouais. Ah, c'est vrai que ça a l'air d'être intéressant quand même, parce qu'en fait, c'est tellement parlant, tu vois. Tu peux calculer ta performance donc par rapport à quelque chose de réel. Ton Mm. or, comme je l'ai dit au tout début du podcast,
Dans 1000 ans, un gramme d'or, ça sera toujours un gramme d'or. Une once d'or, ça sera toujours 31 grammes. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et dans 1000 ans, on le sait très bien, il y aura plus de dollars, il y aura plus d'euros. Par contre, de l'or, il y en aura encore. Tu vois, une monnaie, ça dure. De toute façon, il n'y a aucune monnaie qui a duré plus longtemps que l'or. Donc, il faut s'attendre. euh, Par rapport à mon petit calcul que je vous expliquais juste avant, si on prend entre 2000 et 2025, donc le S&P 500 a perdu 96% de sa valeur en or sur 25 ans, en valeur relative. À partir de là, il reste pas beaucoup de points de pourcentage. Je suis pas là pour faire le Mark Twaty et vous faire peur sur la finance, hein, pas du tout, hein. Mais ça peut faire réfléchir parce que qu'est-ce qui va se passer quand on arrive à 100%? Aujourd'hui, on est à 96%. Seulement 25 ans après. Au bout d'un moment, tu sais que tu vas tomber en dessous des 100. Tu vois. Et d'ailleurs, on le voit, le dollar en ce moment se porte super mal. D'ailleurs, il en parlait Jack Mallers dans son podcast. C'est Ouais. qu'on arrive sur des niveaux dramatiques. Une dette américaine qui est colossale, quoi, 38 000 milliards de... Enfin, laisse tomber, elle peut racheter la France. Et une croissance en berne. Donc, à un moment, tu sais que l'économie, ça se porte mal, même si les chiffres ou même si la bourse te dit le contraire. Parce que tu vois là, ce qu'on a vu en ce moment, tu dis c'est n'importe quoi ce qui s'est passé en bourse. Et limite, ça, c'est pas que moi ça m'a fait réfléchir. Si, ça m'a fait réfléchir. C'est que, en fait, et moi le premier, ouais, Trump va passer, etc. C'est génial. Je suis pas pour Trump forcément, c'est pas ça que je veux vous dire, mais en mode Trump va passer, c'est génial. Il est républicain, on sait tous que les républicains adorent la bourse, donc la bourse elle monte. Ok, c'est génial, je suis dans le train. Trump il fait n'importe quoi et tout, il arrive avec son tableau et son Velleda, 30% par-ci, 20% par-là. La bourse elle chute. Ok, donc ça veut dire que les valeurs intrinsèques des sociétés, elles ont pris plus 20%, elles ont perdu 35 points en même pas un mois. Tu vois? Et en fait, tu te dis que la bourse elle est de moins en moins raisonnable. Parce que là, on arrive encore au plus haut. Attends, le S&P 500, Ouais, ouais, là, il est si je quasiment fais. à 6300 points, c'est Ouais, abusé, donc hein. Le il est, Nasdaq et le S&P il est 500 sont au quasiment. plus haut. Ouais, il est quasiment. Ouais, il est à son ATH du coup. Donc tu te dis, en fait, Ouais. qu'est-ce qui est logique dans tout ça? Tu vois, genre. Ton dollar, il vaut de moins en moins. Tous les indicateurs sont rouges. La dette mondiale, la croissance mondiale, euh, comment dire, la famille moyenne, tu vois, comment dire, l'humain moyen, tu vois, que ce soit en Chine, en Occident ou même aux États-Unis, il galère de plus en plus. Et à côté de ça, tu as la bourse enfin, qui continue de monter, qui continue de monter. Et tu te dis, mais il y a plus aucune logique en fait. Rien n'est tout devient décorrélé au réel. Et qu'est-ce que le réel, les amis? Eh ben, le réel, c'est l'or. N'en déplaise. Le réel, c'est l'or. Et aujourd'hui, tout devient décorrélé par rapport à l'or. Tout à fait. Tout devient décorrélé et effectivement, ce que tu dis que l'or, c'est le réel, c'est extrêmement pertinent. C'est que, oui, l'or, c'est le réel et au final, je pense que n'importe qui d'entre nous, on aurait à gagner à essayer de comparer un peu notre performance par rapport à l'or. Pourquoi? Puisque c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose qui n'est pas manipulé, à l'inverse du S&P 500. Mais après, j'ai envie de te dire, dans tous les cas, toutes les entreprises du coup qui sont dans le S&P 500 sont quelque part manipulées aussi, puisque tous les cours de bourse de toutes les entreprises qui sont dans le S&P 500 seront gonflés tôt ou tard par cet afflux de capitaux, par l'impression monétaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez des multiples de valorisation aussi qui sont complètement abusés. C'est parce qu'au fur et à mesure que tu as de la masse monétaire qui est imprimée, bah forcément, tu en as une partie qui se retrouve injectée dans les marchés financiers, que ce soit via des fonds d'investissement, via des banques, via tout ce que vous voulez, qui investissent directement dans les marchés financiers, tout cet afflux de capitaux qui sont déversés, bah forcément, ça fait gonfler les multiples de valorisation, ça fait gonfler les marchés. Mais tout ça, vu que c'est de la monnaie de singe et que c'est du vent, bah en fait, quand tu ramènes tout en or, tu t'aperçois que ça baisse. Et quand tu Ça, prices ouais. les objets du quotidien en or, tu t'aperçois que soit ça reste au même prix, soit
ça baisse. Mm. Et il y avait, il me semble que c'était dans un podcast de Charles Gave que j'avais entendu ça. C'était il y a 2-3 ans. Je sais pas du tout si la source est vraie ou pas, mais il avait dit un truc que je trouvais hyper, pas philosophique, mais hyper profond. C'est que une coupe de cheveux au temps de l'Empire romain, si tu la prices en grammes d'or, elle vaut à peu près la même chose qu'une coupe de cheveux aujourd'hui. Je trouve ça hallucinant comme Ouais. stat, tu vois. C'est vrai, je l'avais entendu. Je sais pas si c'est Charles Gave, mais je Il me l'avais déjà semble que je entendu l'avais quelque part. entendu dans un podcast de Mais, Charles Gave à l'époque. mais c'est vrai que c'est fou parce que ça fait réfléchir en fait. Parce que tu dis que enfin, ouais, tout est de plus en plus cher en fait. Et alors il y a 2000 ans, même plus de 2000 ans, du coup, bah, c'était différent. Ouais, ouais. Et on vous mettra également un graphique, c'est le SNP, la corrélation du S&P 500 et de l'impression monétaire. Bon, il y a une corrélation énorme, bien évidemment. On avait déjà mis un autre graphique, on en avait déjà parlé dans nos podcasts sur l'inflation. Notamment, il y en avait un où on avait balancé pas mal de graphiques, justement, il était super intéressant, allez le voir. Et on avait parlé justement de cette corrélation entre le S&P 500 et M2. Donc M2, c'est la masse monétaire globale. Donc grosso modo, il y a 3 mesures. Il y a M0, M1, M2. Donc M0, c'est la monnaie de base, donc tout ce qui va être billets, pièces et réserves de banque. M1, c'est M0 plus les comptes courants, donc de tous les particuliers, ça mesure les comptes courants. Et M2, c'est M1 plus les dépôts d'épargne et les dépôts à terme. Donc en gros, ça inclut, si on devait parler en termes français, tu as la monnaie de base, donc tu as tout le cash, les billets, les pièces, les réserves de banque. Tu as les comptes courants que tout le monde possède. Et ensuite, pour le M2, tu rajoutes grosso modo les livrets A, les LDDS, tout ça. Et tout ça, ça te donne donc la masse monétaire globale. Et ça te permet de mesurer donc l'augmentation de la masse monétaire globale. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que entre 1965 et 2020, elle a augmenté de 12,7% par an en moyenne dans le monde. Et aux États-Unis spécifiquement, elle a augmenté de 7,44% sur la même période. Donc on se rend compte que, en fait c'est assez marrant, hein, parce que si tu te rappelles le rendement du S&P 500 pricé en or, à savoir 1,7%, que tu additionnes justement cette masse monétaire 7,44%, bon tu te retrouves à peu près aux 10% par an annoncés. C'est-à-dire qu'en fait, les 10% de croissance de ton S&P 500, c'est les 1,7% en termes réels, pricés en or, et les 7,5% d'inflation. Grosso modo, tu pourrais le découper comme ça. 1,5% de croissance, 7,5% d'inflation dans ton S&P 500. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être pas avoir de l'or en portefeuille? Ah ah, et ben grande question les amis. Et ben je suis allé voir un peu sur internet qu'est-ce qui se disait pour voir comment dire les investisseurs qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et premièrement, bah forcément, hein, on va parler toujours du même Papy Buffett. Donc lui, vous le savez, il est plutôt contre l'or, même carrément contre. Pour lui, il disait en 2011 que l'or est extrait du sol en Afrique, fondu, puis enterré à nouveau dans un trou, et on paye des gens pour le surveiller. Bref, il ne produit rien. Lui, il préfère comment dire, il préfère les entreprises qui génèrent du cash flow, nanani, donc avec de la croissance des dividendes, tout ça bien évidemment pricé en dollars. Il préfère des entreprises productives qui créent de la valeur à long terme. Mais je serais bien curieux de voir le cours de Coca-Cola en or depuis qu'il l'a en portefeuille. Je te jure que je vais rajouter un comparatif or dans l'application. Parce que tu vois, rien que ça, moi je serais bien tenté, et je peux te dire que ça serait le premier truc que je ferais, c'est d'aller voir ce qu'a fait Coca-Cola depuis la détention de Warren Buffett en portefeuille. Je serais bien Alors, je te curieux de savoir garantis pas que j'arrive à retrouver les prix jusqu'en 1970, mais tu pourras au moins voir sur les 10-20 dernières années, ça c'est sûr. mais à coup pas ça va. Mais non, et ça devrait être vraiment intéressant parce que bon, Warren Buffett est contre. Bah, il n'empêche qu'il a quand même acheté du baril gold en 2020. Bon, je crois qu'il l'a revendu depuis la position, mais il a quand même acheté une minière à un moment. Ray Dalio qui gère un des plus grands fonds d'investissement du monde, si ce n'est le plus grand de mémoire. Donc lui, il est plutôt pour l'or, mais en guise d'assurance. Il disait en 2019, si vous n'avez pas de l'or, il est temps d'y penser sérieusement. Rêve plutôt prémonitoire.
étant donné qu'en 2020, tout s'est viandé du fait du quantitative easing, de l'inflation et de la création monétaire suite au Covid qui est arrivé un an après. Lui, il voit l'or comme un actif de réserve pour diversifier, donc forcément contre la dévaluation des monnaies fiat, l'euro, le dollar et tutti quanti, les taux réels négatifs, hein, parce que l'or, il y a un cours de l'or, ça fait... Ouah, le cours de l'or, il date depuis quand? Il doit dater depuis... Attends, Écoute, là, moi, donne-moi ton... alors, sur Ouais. gold.fr, ça remonte jusqu'en 1970, mais sur Ouais, bah, c'est pas mal. MacroTrend, j'ai trouvé un cours de l'or qui remonte jusqu'en 1915. Ouais, mais ça doit être d'avant même, à mon avis, parce que Mais oui, les cow-boys, etc., les primes, c'était date du premier cours. Ah, aujourd'hui, le podcast, c'est un cours d'histoire. non, mais oui, parce que Quel est... Voilà, cours du depuis dollar. 1792. Ouais, voilà. Depuis 1792, il y a un cours d'or en termes de once d'or. Eh ben oui, mais je suis con, c'est ceux qui ont mis le cours de l'or, c'est... Mais je crois que c'est la famille Rothschild en plus. C'était la famille Rothschild parce qu'il était... Oui, oui, c'était la famille Rothschild de Bah, mémoire. en fait, avant, si tu veux, avant, les gens se posaient même pas la question du cours de l'or, puisque l'or, c'était la monnaie. Donc, il y a pas de cours de quelque chose que tu utilises comme monnaie, tu vois. Ton or, c'est juste bah, combien est-ce que je peux acheter de baguettes de pain en or. Mais vu que c'est ta monnaie, Oui, ouais, t'as pas de il y avait cours une de cotation. cette monnaie. Ouais, mais il y avait une cotation, mais il y avait quand même des monnaies qui étaient étalonnées à l'or, tu vois. Donc tu pouvais Oui, payer en billets ou en poils ou tout ce que tu veux. Et en fait, mais c'était vu ouais, que ces l'équivalent monnaies-là n'existent plus, de tu l'or. peux pas vraiment retracer le cours. Hmm. Tu peux En tout cas, théoriquement retracer en faisant l'équivalent dollar, tu vois. Mais l'avantage du dollar, c'est que vu qu'il existe depuis 1780, ouais, grosso modo, la Révolution américaine, quoi, bah tu peux potentiellement retrouver le cours du dollar jusqu'à ce niveau-là, en sachant que au tout début, création de dollar, ouais, c'est ça le problème, c'est que au début aux États-Unis, le dollar il était indexé à l'argent et pas à l'or, puisque un dollar valait 26,96 grammes d'argent en ah ouais. 1794. Donc oui, c'est ça le problème, c'est que l'étalon or aux États-Unis n'est pas apparu, enfin est apparu après la guerre de sécession, donc en 1870 grosso modo. Avant ça, c'était du bimétallisme, donc tu avais de l'or et de l'argent, et avant ça, c'était que de l'argent. Absolument. Donc Ray Dalio, oui, donc la dévaluation des monnaies fiat, l'intérêt d'avoir de l'or, les taux réels négatifs, hein, parce que la BCE, la Fed, etc., ils font ce qu'ils veulent avec les taux d'intérêt. Et forcément, bah, on le sait, quand il y a des problèmes géopolitiques, et je pense que vous savez qu'en ce moment il y en a, mais j'ai envie de dire, ça fait 2000 ans qu'il y a des problèmes géopolitiques, et ben l'or grimpe parce que l'or est une valeur refuge, qu'on ne le veuille ou non. Donc lui, tout simplement, il appelle ça l'assurance contre le système. Ensuite, il y a John Paulson. Alors lui, j'avais déjà entendu parler. Ouais, c'est ça. Il avait shorté le marché immobilier en 2008 et il avait parié sur l'or juste après. Donc, ben, en soi, c'est que il l'a plutôt bien senti. Et lui, il est pro-or à long terme. Il en détient physiquement et aussi via des actions minières. Donc, un jour, les amis, il va falloir qu'on vous pitch les minières parce que même si ça vous intéresse pas forcément, bah, franchement, c'est intéressant. Vous devriez vous intéresser, même par acquis de conscience. Ça change de business model. C'est des choses très concrètes. Et il y a quand même des sous à se faire avec les minières. Donc, je pense que ça peut être intéressant un jour de faire un podcast dessus. Mettez-nous en commentaire ce que vous pouvez, enfin, bref, si vous en voulez ou pas. Oui, Charlie Munger, donc lui, Charlie Munger, il était carrément anti-or. Celui qui investit dans l'or espère juste que les autres payeront plus cher plus tard. Ce qui n'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation. Personnellement, je suis pas d'accord avec lui, étant donné que c'est factuel, on paye toujours de plus en plus cher avec le temps. Tu vois, t'as juste à regarder ton Big Mac. Lui qui adorait McDonald's avec Warren Buffett, je pense qu'il l'a senti que son Big Mac, il coûtait de plus en plus cher, tu vois. Et pourtant, il avait la même taille Carrément. calibrée depuis des années. Carrément. Et tu vois ceux qui sortent l'argument par exemple, oui, Warren Buffett et Charlie Munger étaient anti-Bitcoin. On fait une petite aparté.
Oui, mais en fait, ils étaient anti-or aussi, donc tu peux pas te fier à des gens qui ont, C'est ça. entre guillemets, rien compris sur le principe d'une monnaie, tu vois. Ils étaient juste pro assurance. Alors, bien évidemment, on va pas cracher sur eux, hein. Moi, j'aurais bien voulu faire les mêmes moves que Warren Buffett et Charlie Munger. Mais il n'empêche que là-dessus, personnellement, je suis pas d'accord avec eux. Mm. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt à avoir pourquoi pas du Bitcoin et de l'or en portefeuille, ou via physique ou tout ce que vous voulez. Mais je pense que ça peut être une bonne idée, même si c'est pas un conseil d'investissement, de s'y intéresser et de mettre peut-être une partie de vos new dessus, quoi. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais en tout cas, être fondamentalement contre, je ne trouve pas ça sur le long terme gagnant. Euh, je serais plus parti, euh, je serais plus du parti de Red Alio, tu vois, à choisir. Mm. Bah, c'est surtout que être contre l'or, ça rime à quoi, tu vois? Enfin, l'or, c'est un métal, Il il a sera là rien dans demandé à 2000 ans. personne, tu vois? C'est comme si tu disais, moi, je suis contre le vent, tu vois? Enfin, Mm, mm. ouais, ok, Il super. sera là l'or sera là dans 2000 ans, hein, qu'on le veuille ou non. La Constitution américaine, je pense pas. L'Europe, j'en suis sûr. Du coup, l'euro non plus. Le dollar, moi, à mon avis, Mais l'or, oui, ça c'est clair. mais l'or, oui. Et d'ailleurs, il y a un autre graphique qui est super intéressant, c'est le Schiller US Home Price Index. On vous le mettra à l'écran aussi. Donc, grosso modo, c'est un indice américain qui mesure le prix de l'immobilier. Et il va de 1890 à 2025, enfin aujourd'hui quoi. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que donc quand tu regardes la courbe en dollars, bon, elle est en constante augmentation, hein, sans surprise, les amis, vous savez que le prix de l'immobilier explose, que ce soit en euros, en dollars. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour la nouvelle génération d'acquérir un logement. Et par contre, quand on regarde le prix de l'immobilier en or, bah en fait, il n'a pas tant bougé que ça. Tu vois, tu t'aperçois qu'il est plutôt flat même, et qu'il a même légèrement baissé. Mais la courbe en fait est plutôt flat à long terme. Donc encore une fois, ça sous-entend que bah, c'est pas le prix de ta maison qui monte en fait. C'est pas le prix de ta maison qui monte, c'est juste ta monnaie qui peut t'acheter de moins en moins de maisons, malheureusement. Parce qu'une maison, Absolument. fondamentalement, ça reste une maison. Bon. Je suis bien d'accord. Voilà. Quelles sont tes conclusions, toi, Jean? Est-ce que t'as des choses à tirer de tout ça par rapport à ton portefeuille? Écoute, je pense que pour ce qui est du stock picking, je pense qu'il faut être il faut que je sois beaucoup plus intransigeant parce que on se rend compte qu'avoir une entreprise moyenne en portefeuille, déjà, c'est un fardeau sur le long terme, qu'on le veuille ou non. Mais en plus, si tu compares ta performance à du Bitcoin, à des entreprises de meilleure qualité ou même à de l'or, et ben en fait, tu as une performance qui est réduite. Donc, je pense que tous ceux qui nous écoutent, on veut avoir une performance bonne, on veut avoir une performance sympa sur ces prochaines années, et je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Je pense que d'avoir travaillé sur ce podcast, d'avoir écouté le podcast donc de Jack Mallers, même d'avoir un peu été biberonné à un moment chez Michael Saylor, ou même j'avais regardé, tu sais, tu te souviens quand on avait regardé tous les podcasts, Hmm. les interviews des gens pro gold vs pro Bitcoin, qui étaient ultra intéressants à écouter parce que les mecs c'était des mastodontes qui pitchaient comme des fous, bah, le Bitcoin d'un côté et l'or de l'autre. C'était vraiment sympa, un peu en forme d'arène avec un présentateur et tout. Et ben ça me met toujours cette question, est-ce qu'il faudrait pas acheter de l'or, acheter de l'or via des minières en portefeuille, acheter de l'or peut-être physique, acheter de l'or via l'index, tu sais, le cours de l'or, un ETF, etc. Est-ce que ça serait pas forcément une bonne idée? Tu vois, c'est toujours ça que je me dis, avoir une solution de backup. Et surtout, du fait d'avoir des actions qui sont que l'on peut pricer, parce qu'en vrai, tu fais un coup de chat GPT, à mon avis, tu as grosso modo ta performance en or avec ce que tu as en portefeuille. Et ben, tu te dis, est-ce que sur le long terme, c'est pas en fait plus simple de juste acheter de l'or, pourquoi pas du Bitcoin aussi,
euh, et pas de plier bagage, mais de mettre la bourse un peu de côté. Parce que la bourse, c'est beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, tu pourrais tout simplement acheter un petit caillou jaune ou du Bitcoin, tu vois, tout simplement, et de plus te prendre la tête. Mais bon, après, je me dis à chaque fois, putain, c'est vrai que c'est sympa le stock picking quand même d'aller chercher les petites actions à droite à gauche. Mais encore faut-il être vraiment, vraiment intransigeant dans son stock picking pour pas avoir toutes les daubes et ou tout simplement une action qui, en fait, si tu avais acheté de l'or, t'en seras au même point, quoi, tout simplement, Bah, sans te prendre la tête exactement. avec les trimestres. Exactement. En fait, quand tu regardes à très très long terme, la bourse bat l'or. Ce qui est tout à fait normal parce que d'un côté, tu as quelque chose qui est une monnaie qui donc par définition garde de la valeur et de l'autre côté, tu as des entreprises qui sont censées créer de plus en plus de valeur tous les ans. Et même quand tu regardes donc le S&P 500 pricé en or, oui, ça fait mal quand tu le prices en or par rapport au dollar, mais tu as quand même de la croissance puisque tu as quand même 1,7% par an de croissance. Donc techniquement, si tu ramènes ton échelle de valeur à l'or, il vaut mieux avoir 1,7% par an que zéro. Disons que si l'or, en fait, c'est ton échelle de valeur, c'est ton étalon, en fait, c'est ton étalon or, tu vois. Ça veut dire que si tu es en dollars, tu fais moins 7,5% par an. Ah, ça, c'est acté. Tu es en dollars, voilà, hop, toi, tu prends moins 7,5% par an. Ok. Si tu es en action, tu peux espérer faire plus 1,5% par an par rapport à l'or. Ce qui est déjà tout à fait honnête et ce qui est déjà, rappelons-le, mieux que zéro. Puisque sur le long terme, les intérêts composés, tout ça vous connaissez, 1,5% par an, tiré sur 20-30 ans, ça fera toujours sympa. Bah, en fait, je me dis, ouais, t'as forcément des entreprises qui vont battre l'or dans les prochaines années, et je pense que si tu regardes, je pense que tu sais très bien d'ailleurs où sont ces entreprises-là, c'est juste que, et tu sais, il y a toute cette théorie sur, tu sais, les zombie companies dans le S&P 500. Et ça, je pense que c'est tout à fait vrai. T'as énormément d'entreprises du S&P 500 qui sont des entreprises zombies et qui soit font pas du tout de croissance en dollars. Et si tu fais pas de croissance en dollars, ça veut dire que tu fais de la décroissance. Parce que si tu crois pas en dollars et que tu bats pas l'inflation, ça veut dire que tu décroît. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Donc ces entreprises-là, en fait, en termes réels, donc en étalon or, perdent de la valeur tous les ans. Mais tu arrives quand même à trouver des entreprises qui vont du coup surperformer l'or. Ça a été le cas d'un Microsoft, d'un Apple, Nvidia, n'en parlons pas. T'as plein d'entreprises qui arrivent quand même, des entreprises de qualité qui arrivent à faire mieux que l'or. Donc en fait, posséder de l'or, pourquoi pas, mais l'or, en fait, ça c'est et ça devrait être le niveau zéro, tu vois. Ça devrait pas être le dollar ou l'euro le niveau zéro, puisque voilà, le dollar et l'euro, c'est moins 7,5% par an. Donc ton niveau zéro, c'est l'or. Et si tu réfléchis dans ce paradigme et que tu commences à pricer les trucs en or, effectivement, ça veut dire que les cours de bourse des entreprises, ça peut être hyper intéressant justement de les pricer en or et de voir si tu as de la croissance ou de la décroissance. Mais tu peux même aller plus loin et pourquoi pas essayer de pricer les revenus et les earnings de la société en or pour voir si, en or, encore une fois, tu as de la croissance tous les ans. Non mais imagine comment ça serait super intéressant. T'imagines tes prochaines analyses d'action? Ouais, donc vas-y, Microsoft, elle a gagné un once d'or et demi par rapport au mois dernier. Eh, Mais mec, ça serait t'imagines, génial en fait. Mais je te jure que je pense que je vais implémenter ça. Ça va être tu sais, ça va être la niche feature de l'application. Genre le truc, t'as je te 1% des jure, gens qui vont comprendre à quoi ça sert. Euh, je te mais jure. je te jure que je suis trop chaud. Déjà, je vais commencer par les cours de bourse euh, Ouais. pour Ouais, ouais, voir, mineur, tu tu vois, mets genre Gold Index. Moi je suis persuadé que ça perd de la valeur Ah, si tu le bien prices en sûr, mais or. c'est de la merde. Par contre, tu prends un Nvidia, ça défonce l'or. Ça, c'est sûr et certain. Hmm. Euh, donc ouais, il faut juste, il faut juste faire du bon stock picking en fait. Et le bon stock picking, ça passe par changer son paradigme et ça passe par commencer à voir les choses sous le prisme de l'or et pas sous le prisme du dollar qui est donc faussé quoi. Absolument.
Bah écoute, je pense qu'on a bien débriefé quand même, hein, sur ce podcast, hein. J'espère que vous êtes encore là. J'espère que vous nous écoutez encore. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast. C'était un petit épisode un peu décousu, mais je pense que le podcast en valait la peine. L'épisode était sympa. C'est toi qui me l'avais partagé. Donc ça valait le coup quand même de faire un petit épisode dessus. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-nous s'il y a des sujets de vidéos qui peuvent vous intéresser. Ce sera avec grand plaisir, bah voilà, pour les plus pertinents, en tout cas ceux qui nous intéressent le plus, que l'on peut traiter par la suite. Un podcast par semaine, tous les lundis matin à 8 heures, afin de bien commencer la semaine. Et sur ce, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. À très bientôt. Ciao, Ciao. salut.